sont mauvaises. Est-ce que vous avez fait un exercice de chiffrage de la valorisation des positions? Et est-ce que vous avez fait le même exercice de valorisation d'une fréquence, stricto sensu, puisque l'Arcom, elle, ne s'est pas attelée à cette tâche? Je ne sais pas si vous pouvez avoir une valorisation. La valorisation d'une chaîne vient de son audience et donc du chiffre d'affaires qu'elle est capable de générer. On sait qu'un 1% d'audience, je suis un peu loin de ces sujets aujourd'hui, j'espère pas me tromper, mais ça vaut environ, je sais pas, peut-être 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par pourcent d'audience. Donc elles ont une valeur si vous avez des contenus à diffuser sur cette chaîne qui sont capables de faire 1%, 2%, 3% d'audience. Donc vous avez une valeur qui est liée à votre audience, pas directement au spectre. Après, ce que l'on sait, c'est que l'habitude d'appuyer sur les 6 premiers boutons de votre télécommande, surtout si vous êtes si vous avez un peu plus, si vous avez mon âge, quoi, si vous êtes plus tout jeune, c'est une importance significative qui vous donne une audience naturelle significative. Si aujourd'hui vous inversiez, vous mettiez la 6 sur la 1 et la 1 sur la 6, la 1 perdrait de l'audience, le canal 1 passé sur la chaîne TF1 sur le canal 6 perdrait de l'audience, et la chaîne 6 sur le premier canal gagnerait de l'audience. Parce que vous avez une habitude naturelle d'aller vers cela. Certains diffuseurs, notamment Altis, à un moment, quand vous allumiez votre box, vous mettez automatiquement sur des chaînes qu'ils contrôlaient, je ne sais pas s'ils le font toujours, afin de faire progresser visuellement leur audience, ce qui était un moyen de contourner ça. Mais très vite, le téléspectateur réappuyait sur son bouton 1, parce que le bouton 1, c'est le premier rendez-vous avec sa télévision. Merci. Vous avez évoqué la très grande rentabilité d'M6 et vous avez laissé entendre que c'était lié à un choix, à une espèce de méthode, quelque chose qui nous a, enfin, à titre personnel, qui m'est apparu aussi au cours de l'audition du groupe. Euh, et vous l'avez mis en opposition avec l'intérêt principal du téléspectateur, le choix de la rentabilité versus l'intérêt du téléspectateur. Alors, euh, est-ce à dire que la rentabilité est l'ennemi de la qualité en télévision et comment vous pourriez définir l'intérêt du téléspectateur? Si vous prenez M6, vous avez une chaîne dont l'audience baisse et dont les profits montent. C'est assez peu. Moi, je suis un capitaliste, donc si vous voulez, ça ne me choque pas par essence. Enfin, je veux dire, le truc est là. Juste, on est sur du domaine public. C'est là la toute petite subtilité, et donc l'intérêt du spectateur, elle est là. Si l'audience baisse, bien évidemment, on peut parler de qualité de l'audience, etc. J'ai aucun doute là-dessus. Mais si en général l'audience baisse, c'est que les programmes intéressent moins. Si les programmes intéressent moins, l'intérêt du téléspectateur, et encore une fois, l'intérêt du téléspectateur, on peut l'envisager sur plusieurs paramètres, mais un des paramètres, c'est les chiffres. Ça veut dire que globalement, ce qui est produit n'est pas de qualité. Quel est le seul secret pour avoir une audience qui baisse et des profits qui montent? C'est simple. Si vous faisiez pour moi l'effort de me dire quelle est la solution, je vous en saurais infiniment gré. Produire moins cher, maximaliser la diffusion d'écrans publicitaires, chercher des publics de cible et non plus des publics larges pour augmenter sa recette au spot publicitaire, des choses comme ça, mais des recettes qui ne sont pas dans l'intérêt direct au bout du spectateur. Merci d'être allé au bout du raisonnement. Néanmoins, je vois quand même un écueil, c'est que tel que présenté, vous faites coïncider, mais vous n'êtes pas le premier dans ces auditions, vous faites coïncider l'intérêt du public avec la notion d'audience ou d'audimat. Euh, le fait est un peu que certains spectacles qu'on pourrait juger contraires à l'intérêt du public ou à minima d'un public vulnérable, etc., feraient vraisemblablement de l'audience et que le régulateur est aux prises avec ce genre de tentation le plus souvent. Donc, euh, je vois une limite dans votre raisonnement. Si il y a sur la TNT des chaînes dont l'audience est relativement faible et dont pourtant personne, y compris les personnes qui ne la regardent pas, ne conteste la qualité. Est-ce que vous pourriez du coup essayer avec nous d'avancer vers une définition de la qualité dans le télévisuel? Bah, enfin, encore une fois, mon problème, c'est l'usage des 6 premiers canaux. C'est ça mon point de fond. C'est-à-dire que vous ayez des sujets, des chaînes de grande qualité, dans le sens où vous l'entendez dans votre
potentielle définition que vous avez soulevée, qui soit sur des canaux qui ne sont pas des canaux destinés à quelque chose de massif, ça se comprend. Mais si vous pensez une seule seconde que les 6 premiers de la canaux de la TNT, et j'oublie France Télévisions qui a des obligations et qui les respecte et qui fait un boulot incroyable sur le sujet, mais si vous prenez les chaînes privées des 6 premiers canaux de la TNT, si vous pensez une seule seconde que leur finalité ou leur but, ce n'est pas de maximaliser leurs revenus, c'était mon propos introductif, et donc de générer ou de diffuser des programmes usés potentiellement en fait, d'éviter souvent la création patrimoniale, d'essayer de se dire, pendant des années, on nous a diffusé des séries américaines en boucle, on nous les rediffuse, on nous les a diffusées dans tous les sens. Donc d'essayer de maximaliser le profit au travers de contenus au travers desquels on essaye de maximaliser l'audience, ça a toujours été la finalité de ces grandes chaînes. Sur d'autres chaînes, on peut trouver d'autres choses, et c'est pour ça qu'il y a autant de canaux, et c'est tout l'intérêt d'avoir autant de canaux. Mais sur ces 6 premières chaînes, on va avoir des choses massives. Leur finalité, c'est de l'audience, parce que ces canaux sont là pour générer de l'audience. Et après, quand vous allez sortir de ces chaînes-là, eh ben, on devrait être, ou on doit être sur des sujets qualitatifs. Mais ces sujets qualitatifs, ils sont dans le règlement, ils sont dans l'appel d'offres. C'est l'appel d'offres qui définit ces sujets qualitatifs. Après, les gens participent à ces appels d'offres et doivent respecter ces obligations. Et donc respectent ces obligations, qui sont des obligations que lui demande ou que demande la puissance publique, avant de donner cette fréquence gratuitement, avant de permettre à quelqu'un d'accéder gratuitement à cette fréquence. Donc c'est la puissance publique qui doit imposer quelles sont les règles de qualité, dans le sens où vous l'entendez, mais la finalité de la chaîne, elle, c'est de maximaliser son audience, parce que son audience est directement liée au bout, ses revenus, ou sa forme d'audience est directement liée à ses revenus au bout. Merci. M'adressant aux capitalistes que vous êtes, j'ai quand même tendance à croire que c'est la structure même de marché qui oblige à ce genre de choses, et que même si votre propos me semble rafraîchissant, il vous protégera pas, le cas échéant, en tant que dirigeant d'une chaîne, de ces mécanismes de volonté de maximiser, etc., le profit. Donc, j'arrive mal à juger de la façon dont votre proposition serait plus originale que celle d'un autre, mais on va pas s'attarder forcément trop longtemps sur ce sujet, puisque je ne suis pas l'Arcom et je n'attribuerai pas d'autorisation à qui que ce soit. Donc, voilà. En revanche, je voudrais... Monsieur le rapporteur, pardon, c'est le travail de l'Arcom. Le travail de l'Arcom, c'est de dire, voilà ce que vous devez faire. Voilà le minimum que vous devez faire. C'est le minimum que vous devez faire. Et le travail du capitaliste de l'autre côté, de l'entreprise privée de l'autre côté, c'est de dire, voilà, avec ces règles-là, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour réussir à avoir une recette qui va couvrir mes frais et faire de la marge. C'est ça le sujet. Mais c'est l'Arcom qui fixe les règles. Et en fonction des règles de l'Arcom, il va y avoir des candidatures ou il ne va pas y avoir de candidature. Dans un monde normal avec une compétition qui existe, c'est ce qui devrait se passer. D'ajouter une petite précision en fait, qu'on a vécue sur le dossier 6, c'est qu'en fait on dépose un dossier avec un cahier des charges, on appelle la candidature, qui est très court, hein, c'est quelques pages. Et une fois que ce dossier est déposé, il ne peut plus être modifié. Donc quand il y a, et c'était le cas sur l'appel d'offres précédent, plusieurs dossiers, chacun avec des mérites, hein, mais en l'occurrence on avait pris des engagements assez forts sur l'indépendance des rédactions, sur l'heure du prime, sur la création patrimoniale. L'Arcom n'utilise pas ces appels à candidature pour essayer d'obtenir le meilleur des différents dossiers et finalement faire monter la qualité ou l'exigence. C'est un peu ça, je pense, le point crucial qui pourrait être une réponse à votre question. C'est pas en tant que tel, le capitaliste ne va pas se dire je dois faire un mieux 10 ans ou que sais-je, mais s'il y a une compétition et que pour garder votre fréquence, vous devez donner plus, ça c'est ce qui fonctionne dans à peu près tous les métiers. Mais là, cette compétition n'est pas créée. C'est-à-dire vous avez un appel à candidature très bref, où il y a finalement assez peu de choses qui sont dessinées. Vous déposez un dossier et derrière, vous ne pouvez plus rien changer. Et l'Arcom ne peut plus rien vous demander. Merci de cette précision. Effectivement, ça nourrit la réflexion. Et ça me fait observer que vous parlez, vous, des chaînes 1 à 6. Le fait est que toutes les autres ne sont pas rentables.